Camille Moreau ne comprit qu'elle avait vraiment signé que lorsque les portes du métro se refermèrent et qu'elle aperçut son propre reflet dans la vitre sombre, les grands yeux écarquillés, la bouche légèrement entr'ouverte. L'expression de quelqu'un qui vient de sauter d'une falaise et qui ne mesure la hauteur de la chute qu'à mi-chemin. La chemise cartonnée reposait sur ses genoux, froide et rigide, et à l'intérieur se trouvait un exemplaire du contrat avec sa propre signature en bas de la dernière page. 30 ans de vie, une valise de taille moyenne et un accord écrit. C'est avec ça qu'elle allait arriver dans le 16e arrondissement de Paris. 3 jours plus tôt, le cabinet Marchand et Associés avait appelé à l'atelier de la rue du Faubourg Saint-Antoine pendant qu'elle finissait de coudre la doublure d'un manteau en lin bleu marine qui devait être prêt avant 18 heures. La voix de l'avocat était égale, presque ennuyée, comme s'il passait cet appel tous les jours, et peut-être que c'était le cas. Il demanda une rencontre discrète. Elle y alla par curiosité, sans comprendre ce qu'un cabinet d'avocats de luxe pouvait bien vouloir à une couturière d'atelier populaire qui gagnait 1650 € par mois et déjeunait d'un sandwich jambon-beurre posé sur la table de coupe recouverte de tissu. La salle de réunion du cabinet avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur le marais, une carafe d'eau avec des rondelles de concombre et une assiette de sablé au beurre que personne ne toucha. L'avocat, Maître Leroux, la cinquantaine bien entamée, cravate couleur mousse, expliqua tout en phrases courtes et neutres, comme s'il lisait un menu. Alexandre Delacour, 42 ans, héritier du groupe Delacour, 18 cliniques privées, fortune estimée à 1,3 milliard d'euros, accident de voiture il y a 8 mois, perte de la vue, clause testamentaire du grand-père exigeant le mariage avant ses 43 ans, 90 000 €, 12 mois, contrat, discrétion totale. Camille écouta tout sans bouger. Puis elle but une gorgée d'eau et demanda « Pourquoi moi ?» Maître Leroux ouvrit un dossier. « Monsieur Delacour a reçu 7 candidates. Vous êtes la seule qui, avant de demander le montant, a demandé ce dont il avait besoin au quotidien. » Elle passa 3 jours à réfléchir. La quittance de loyer était posée sur la table de la cuisine du studio de 39 mètres carrés à Belleville. Une feuille blanche avec des chiffres rouges et une date soulignée au stylo. Le propriétaire avait prévenu. 40% d'augmentation dans 30 jours ou libération des lieux. Sa grand-mère Hélène, 75 ans, arthrite sévère aux mains et aux genoux, ne parvenait plus à monter et descendre les escaliers sans douleur. Son frère Théo, 17 ans, était en terminale et aurait besoin de matériel pour l'année suivante. Camille avait tout calculé en 3 colonnes différentes, avec 3 stylos différents, pendant 3 nuits différentes. Le résultat donnait toujours le même chiffre impossible. Le 3e soir, à 23 heures, elle appela Maître Leroux, qui décrocha comme si ce n'était pas presque minuit. « J'ai quelques conditions, » dit-elle. Je dois pouvoir continuer à travailler 3 jours par semaine à l'atelier. Je dois pouvoir rendre visite à ma grand-mère quand je le souhaite. Et il faut que le contrat précise clairement que je suis libre de partir à l'issue des 12 mois sans aucune clause supplémentaire. Acceptable, répondit-il sans consulter personne. Et je veux une avance de 10 000 € avant d'emménager, pour mettre ma famille à l'abri. Il y eut une pause de 2 secondes. Également acceptable. Elle ferma les yeux. Alors c'est d'accord. Elle signa le lendemain matin, retourna à l'atelier, cousit toute la journée sans rien dire à personne. Le soir, assise au bord du lit de sa grand-mère Hélène, elle prit les mains noueuses de la vieille femme entre ses paumes et dit simplement « Je vais m'absenter un moment, mais le loyer est réglé et j'appellerai tous les matins. » La grand-mère la regarda longuement, ses petits yeux noirs lisant le visage de sa petite fille avec la précision de quelqu'un qui avait passé toute une vie à apprendre à lire ce que les gens ne disent pas. « Tu as signé quelque chose d'étrange, » dit Hélène. « Ce n'était pas une question. » Camille sourit. « Quelque chose qui va nous aider. » La vieille femme ferma les yeux. « Ne fais pas pour nous ce qui te coûte à toi-même. » Mais c'était déjà signé. Le métro arriva à la station Trocadéro. Camille prit sa valise, franchit la sortie et s'arrêta sur le trottoir pour respirer l'air froid du début octobre. Le 16e arrondissement était une autre planète.
Les rues étaient larges et silencieuses. Les façades en pierre de taille lavées d'un beige clair. Les voitures garées étaient toutes des berlines sombres aux vitres teintées. Pas de graffiti. Pas d'odeur de friture venant des fenêtres ouvertes. Pas d'enfants qui criaient dans la cage d'escalier. C'était une version de Paris avec le volume baissé et la saturation réduite, comme une vieille photographie de quelque chose qui avait été plus vivant autrefois. L'immeuble était un haussmannien imposant, avec un portail en fer forgé et un gardien en uniforme gris qui l'attendait avec son nom déjà inscrit sur une liste. Il prit la valise sans un mot, appela l'ascenseur, appuya sur le bouton du dernier étage sans la regarder. La cabine était entièrement mirée, et Camille se vit multipliée à l'infini dans une version légèrement différente d'elle-même. Cheveux châtains réunis en un chignon imparfait, manteau beige acheté il y a 4 ans dans une braderie du vêtement, pantalon sombre dont elle avait elle-même repris l'ourlet 2 semaines plus tôt. Elle inspira lentement. Ce n'était pas de la honte, c'était simplement de la conscience. La porte de l'appartement en duplex s'ouvrit sur un hall spacieux au sol, en marbre beige, et une haute fenêtre qui encadrait les toits de Paris comme une peinture. Le gardien déposa la valise et repartit sans un mot. Camille resta immobile un instant, à écouter le silence de l'appartement. Un silence différent de celui qu'elle connaissait. Pas le silence de l'absence, mais le silence du contrôle, des choses maintenues en place, d'un espace qui existait, sans vraiment vivre. Alors elle le vit. Alexandre Delacour était assis au bout de la longue table à manger en chêne sombre, chaise tapissée, une tasse de café sans vapeur devant lui. Il avait la carrure de quelqu'un habitué à occuper l'espace. Épaules larges, dos droit, menton légèrement relevé. Les lunettes noires couvraient entièrement ses yeux. La canne était appuyée contre la chaise à sa droite, comme un objet oublié, ou délibérément positionné. Elle ne savait pas encore. Il ne souriait pas. Il ne se leva pas. Il ne dit pas bienvenue. Il dit « Vous pouvez prendre la chambre côté est. Vous n'avez pas besoin de m'accompagner où que ce soit. Présentez-vous seulement quand il y a un événement. » Camille s'immobilisa 2 secondes. Elle s'était attendue à de la froideur. Elle s'était attendue à de la distance. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, non pas comme quelqu'un d'indifférent, mais comme quelqu'un qui avait répété l'indifférence, qui avait décidé à l'avance quelle quantité d'humanité il laisserait passer, qui la troubla d'une manière qu'elle ne sut pas identifier sur le moment. Elle posa son sac à main par terre. « Très bien, mais puisque je vais habiter ici, est-ce que je peux au moins savoir si vous avez des préférences alimentaires ?» Silence. Pas le silence de quelqu'un qui réfléchit, le silence de quelqu'un qui a été pris de court. Ses épaules changèrent imperceptiblement, 1 millimètre de relâchement qu'elle remarqua à peine, mais qui était là. « Je n'ai pas de préférence, dit-il. J'ai une intolérance aux fruits de mer. » Camille ne nota rien. Elle n'avait ni papier ni stylo en main. Elle rangea simplement l'information à l'endroit précis où elle rangeait les mensurations de ses clients. Ce répertoire intérieur silencieux qui ne se trompait jamais. « Merci, dit-elle. Elle prit sa valise et alla trouver la chambre est toute seule. La chambre était 3 fois plus grande que la sienne à Belleville. Le lit avait 4 oreillers. La fenêtre donnait sur les toits de la ville. Et à l'horizon, entre les cheminées et les mansardes, la tour Eiffel se dressait avec cette familiarité légèrement ennuyée que les Parisiens feignent d'avoir à son égard. Camille s'assit au bord du lit, non pour admirer la vue, mais parce que ses jambes le demandaient. Elle posa les mains sur ses genoux, inspira 1 fois, 2 fois, puis ouvrit la valise et commença à ranger ses affaires, non parce qu'elle était enthousiaste, mais parce que le mouvement l'aidait à penser. Chaque blouse pliée était une seconde de réflexion. Chaque pantalon suspendu était une confirmation qu'elle avait pris une décision et que les décisions prises doivent être honorées. Au fond de la valise, enveloppée dans un sac en tissu blanc jauni par l'usage, se trouvait sa trousse de couture. Aiguilles, fil en 12 couleurs, petits ciseaux, dés à coudre en laiton cabossé qui avaient appartenu à sa grand-mère.
Elle sortit la trousse, la posa sur la commode. Elle sentit quelque chose se stabiliser dans sa poitrine. Elle était là où elle était. Elle tiendrait 12 mois. Elle rentrerait à Belleville. Aussi simple que ça. Dans la cuisine, grande, bien équipée, avec des couteaux japonais sur une barre aimantée et une cocotte en fonte, le creuset orange qui semblait n'avoir jamais servi, Camille ouvrit les placards et le réfrigérateur avec le même soin méthodique qu'elle mettait à déplier un tissu neuf pour voir ce qu'il avait à offrir. Il y avait peu. Des fromages sous plastique, un morceau de frangipane acheté tout fait, de l'eau minérale, du vin blanc, un pot de moutarde, maille, presque vide. C'était le réfrigérateur de quelqu'un qui mangeait quand il s'en souvenait, pas quand il avait faim. Elle ne dit rien. Mais le lendemain matin, en revenant de l'atelier, elle s'arrêta au marché de la rue Poncelet et acheta ce qu'il fallait. Ce soir-là, elle prépara une soupe au potimarron et au gingembre et un poulet rôti aux herbes de Provence et à l'ail. Elle cuisina pour 2 parce qu'elle avait toujours cuisiné pour au moins 3 et que l'instinct était plus fort que le contrat. L'appartement se remplit progressivement d'odeurs, beurre fondu, romarin, potimarron qui commence à caraméliser sur les bords. Une odeur impossible à ignorer. Et Camille le savait, non pas parce qu'elle cherchait à séduire ou à impressionner, mais parce que l'odeur d'un repas fait maison est simplement l'odeur la plus honnête qui soit, le langage que le corps comprend avant le cerveau. Elle entendit la canne dans le couloir. Alexandre apparut sur le seuil de la cuisine à 21 heures, lunettes noires toujours sur le nez, expression neutre. Il resta immobile un instant comme s'il évaluait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il percevait peut-être autrement. Camille ne dit rien. Elle prit un bol, versa la soupe, le posa sur la table. Il marcha jusqu'à la chaise, s'assit. Elle se servit et s'assit en face. Ils mangèrent en silence. Le poulet était bon, la soupe était meilleure. Quand il eut terminé, elle attendit qu'il se lève et retourne au salon. Il n'y alla pas. Il resta les 2 mains autour de la tasse de tisane qu'elle avait préparée sans lui demander s'il en voulait. Menthe et citron, parce qu'elle avait vu une botte de menthe en train de se faner dans le réfrigérateur et décidé qu'il fallait l'utiliser avant qu'elle ne finisse à la poubelle. « Vous cuisinez comme ça tous les jours ?» demanda-t-il. Pas en direction du salon, en direction d'elle. Camille le regarda. « Quand j'ai le temps. » Il ne répondit pas. Mais il resta encore 10 minutes avant de partir. Et le lendemain matin, à 6 heures, alors qu'elle réchauffait son café dans la cuisine avant d'appeler sa grand-mère Hélène, elle entendit des pas dans le couloir. Non pas les pas de la canne, mais des pas directs, assurés. Puis le silence revint, comme si quelqu'un était arrivé jusqu'au seuil et avait fait demi-tour. Elle ne fit aucun commentaire. Elle rangea l'information au même endroit que l'intolérance aux fruits de mer. Il se passait quelque chose dans cet appartement silencieux du 16e arrondissement que Camille ne savait pas encore nommer. Mais les couturières apprennent tôt que les points les plus importants sont les invisibles, ceux qui tiennent le tissu par en dessous, là où personne ne regarde, et qui n'apparaissent que lorsque tout commence à se défaire ou lorsque tout finit par tenir. Sans le savoir, elle posait les premiers points. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine que ni l'un ni l'autre n'avait décidée. Elle s'était simplement formée, comme l'eau qui trouve son chemin entre les pierres sans que personne ne lui ait indiqué la direction. Camille partait à l'atelier le lundi, le mercredi et le vendredi. Les autres jours, elle était là. Elle cuisinait. Elle cousait dans sa chambre. Elle appelait Hélène à 6 heures précises chaque matin, assise sur le rebord de la fenêtre avec sa tasse de café, parlant à voix basse pour ne pas troubler le silence de l'appartement. Un silence qu'elle avait compris, sans que personne le lui dise, était précieux pour lui. Alexandre, de son côté, travaillait. Il travaillait énormément, depuis une grande pièce au fond du couloir, que Camille n'avait visitée qu'une fois pour y déposer du courrier que le gardien avait monté. Un bureau en bois massif couvert de dossiers en relief, un ordinateur avec une synthèse vocale dont elle entendait le murmure monotone filtré sous la porte fermée, un téléphone qui sonnait à des heures indécentes.
Elle avait compris dès le deuxième jour que le groupe de la cour ne s'était pas arrêté de tourner parce que son héritier avait perdu la vue. Il avait simplement adapté la façon de tenir les rênes. Ce qu'elle n'avait pas encore compris, c'est que rien dans cet appartement ne se passait comme elle le croyait. Le cinquième soir, alors qu'elle préparait un gratin dauphinois, pommes de terre coupées fines à la mandoline, crème entière, noix de muscade râpée, une gousse d'ail frottée sur le plat en terre cuite, Alexandre entra dans la cuisine avec 20 minutes d'avance sur l'heure à laquelle il était apparu les soirs précédents. Il s'assit à la même chaise, à la même place, avec la même expression indéchiffrable. Mais cette fois, sans attendre qu'elle le serve, il demanda « Qu'est-ce que vous préparez ?»« Un gratin dauphinois, dit-elle, sans se retourner, en continuant d'étaler les couches de pommes de terre. Un silence. Puis, ma mère en faisait. Camille posa la mandoline. Elle ne se retourna pas immédiatement, laissa la phrase exister dans l'air de la cuisine, sans se précipiter dessus, comme on se précipite sur une fenêtre qui vient de s'entr'ouvrir. « Il est encore au four pour 40 minutes, dit-elle simplement. Si vous voulez attendre ici, c'est très bien. » Il resta. Et cette fois, pendant que le gratin dorait, ils parlèrent. Pas de beaucoup, pas de l'essentiel, mais de choses réelles. Elle lui parla de l'atelier, du bruit des machines à coudre industrielles, de la façon dont chaque tissu a son propre caractère et que certains jours, un velours coopère et d'autres jours, il fait exactement ce qu'il veut. Il écouta avec une attention qui la surprit, non pas l'attention polie de quelqu'un qui attend son tour pour parler, mais une attention réelle, concentrée, comme si chaque détail comptait. Quand le gratin sortit du four, il avait la croûte dorée exacte qu'il faut, les bords légèrement croustillants, la crème épaissie juste comme il faut. Elle le posa au centre de la table sur un dessous de plat en liège. « Vous servez vous-même » demanda-t-elle. « Non » dit-il, sans gêne, sans apitoiement. « Juste un fait. » Elle prit la spatule et servit une portion dans son assiette. Il mangea. Après quelques secondes, il dit, très bas, presque pour lui-même, « C'est exactement comme elle le faisait. » Camille ne demanda pas qui était elle. Certaines portes s'ouvrent seules quand on ne force pas la serrure. Ce soir-là, après qu'il fut parti se coucher, elle resta assise à la table un long moment, les mains à plat sur la toile cirée, à regarder la ville par la fenêtre. Paris, la nuit avait cette façon d'être à la fois immense et intime. Les lumières jaunes des appartements comme autant de petites vies parallèles, suspendues dans le noir. Elle pensa à Hélène dans le studio de Belleville, à Théo qui devait être en train de réviser ses cours ou de regarder des vidéos sur son téléphone en prétendant réviser. Elle pensa au contrat dans le tiroir de sa table de nuit. 12 pages, vocabulaire juridique, obligations mutuelles et clauses de discrétion. Elle pensa à la façon dont Alexandre avait dit « c'est exactement comme elle le faisait » et à la façon dont sa voix avait changé de texture sur ces 6 mots, comme un tissu qu'on retourne et qui révèle l'envers, plus doux, plus usé, plus vrai. Pas d'émoção superficial, era algo mais profundo. Ela ainda não sabia nomeá-lo. Les jours avancèrent, une semaine puis 2. Camille avait trouvé ses habitudes dans cet appartement trop grand pour 2 personnes qui ne se connaissaient pas. Elle avait appris que le bruit du percolateur à 7 heures du matin le réveillait. Alors elle utilisait la cafetière à piston. Elle avait appris qu'il préférait la radio à la télévision. France Inter le matin, de la musique classique parfois le soir, quelque chose de calme, de structuré. Elle avait appris que le mercredi était sa journée la plus lourde en réunion téléphonique et qu'à 19 heures, il avait systématiquement la voix tendue, les mâchoires légèrement contractées. Ces soirs-là, elle servait quelque chose de simple, une soupe, du pain, du fromage, et elle ne cherchait pas à engager la conversation. Ce qu'elle n'avait pas appris, parce qu'elle ne le savait pas encore, c'est qu'il la regardait. Alexandre Delacour avait retrouvé 80% de sa vision 3 mois plus tôt, à la suite d'une opération expérimentale menée par une équipe de l'hôpital des 15-20, les meilleurs spécialistes de la rétine de France. La récupération avait été progressive, d'abord des formes floues dans un brouillard lumineux, puis des contours, puis des couleurs, puis des détails.
Les médecins avaient demandé la discrétion pendant la phase de rééducation. Mais Alexandre était allé bien plus loin que la discrétion médicale. Il n'avait rien dit à personne, pas à sa directrice de cabinet, pas à son avocat, pas à ses cousins, surtout pas à ses cousins, parce que pendant les 8 mois où il avait été officiellement aveugle, il avait écouté. Il avait écouté les conversations dans les pièces adjacentes, les murmures au téléphone, les chiffres évoqués à voix basse lors de réunions où on le croyait trop diminué pour comprendre. Et ce qu'il avait entendu l'avait transformé en quelque chose de froid et de méthodique. 2 de ses cousins, Thibaut et Élodie, avaient utilisé son incapacité présumée pour réorienter discrètement des contrats, réaffecter des budgets, se positionner pour une prise de contrôle progressive. Pas grossièrement, intelligemment, avec patience. Alexandre avait tout documenté, et il avait décidé de continuer à se taire, non par peur mais par stratégie, parce que quelqu'un qui croit avoir le dessus baisse la garde, et une garde baissée laisse voir exactement ce qu'on a besoin de voir. Le contrat de mariage s'inscrivait dans cette même logique froide, au départ. La clause testamentaire était réelle. Son grand-père, Édouard, fondateur du groupe, homme d'une autre époque avec des convictions d'une autre époque, avait effectivement inscrit dans son testament que 30% du patrimoine familial irait à la fondation de la cour si Alexandre n'était pas marié avant ses 43 ans. C'était une façon, dans l'esprit d'Édouard, de forcer son petit-fils à s'ancrer. Alexandre avait toujours trouvé ça absurde. Maintenant, c'était simplement urgent. Mais le choix de Camille, parmi les 7 candidates que Maître Leroux lui avait soumises, n'avait pas été entièrement stratégique. Il se souvenait de sa voix dans l'enregistrement de l'entretien. Les 6 autres candidates avaient d'abord demandé des détails sur le montant, les modalités de versement, les éventuels avantages annexes. Camille avait demandé « Est-ce qu'il a des habitudes particulières ? Est-ce qu'il y a des choses qui l'aident au quotidien ?» Et sa voix en posant cette question n'avait pas la texture de quelqu'un qui cherche à bien paraître. Elle avait la texture de quelqu'un qui a l'habitude de s'occuper des autres, parce que c'est simplement ce qu'on fait. Il avait dit à Maître Leroux « celle-là ». Et maintenant elle était là, dans son appartement, et il la regardait. Il voyait comment elle pliait son linge, soigneusement, avec des gestes précis, les mêmes gestes qu'elle utilisait pour ses propres vêtements. Pas la façon dont les gens plient le linge de quelqu'un qu'ils servent, la façon dont on plie le linge de quelqu'un qui compte. Il voyait comment elle se levait à 6 heures pour appeler sa grand-mère, toujours sur le rebord de la fenêtre, toujours à voix basse, toujours avec ce sourire discret qui apparaissait dès que la vieille femme décrochait. Il voyait comment elle riait toute seule dans sa chambre en cousant, un rire intérieur, silencieux, qui plissait les coins de ses yeux et qui durait 2 secondes avant qu'elle ne reprenne son sérieux avec un petit mouvement de tête. Il voyait qu'elle avait apporté dans sa valise des chutes de tissu pour raccommoder ses propres vêtements, un sac en coton plein de morceaux récupérés, un carré de serge bleu marine, un triangle de lin écru, une bande de coton rouge à petits pois qu'elle utilisait pour renforcer l'intérieur d'un col de chemise qui commençait à s'effilocher. Elle ne s'était pas acheté de vêtements neufs depuis qu'elle était arrivée. Pas un seul article. Elle réparait ce qu'elle avait avec ce qu'elle avait apporté. Il voyait tout ça et il ne disait rien. Et le silence de ce qu'il voyait sans dire commençait à peser quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer non plus. Un mardi soir, il y eut un incident petit mais net, comme une couture qui lâche sur un seul point et laisse un fil pendant, suffisant pour qu'on le remarque si on regarde de près. Camille revenait du marché avec 2 sacs en toile lourds. En entrant dans l'appartement, un des sacs accrocha la poignée de la porte et le fond céda. Boîte de conserve de tomates, paquet de lentilles, bouteille de vinaigre balsamique, tout roula sur le sol de marbre du hall, dans un bruit qui résonna dans tout l'appartement. Elle s'accroupit pour ramasser, agacée contre elle-même. Et alors, Alexandre arriva dans le couloir. Il marcha jusqu'à elle, s'accroupit et commença à ramasser les articles éparpillés. Camille leva les yeux, sa main se figea sur la boîte de tomates, parce qu'il ramassait avec précision,
non pas à tâtons, non pas en cherchant avec les doigts, mais en regardant directement les objets au sol, en les saisissant avec certitude. Elle resta immobile une fraction de seconde, trop courte pour qu'il le remarque, ou du moins, c'est ce qu'elle crut. Il redressa la boîte de tomates, la posa dans le sac. « Le fond est déchiré, dit-il. Il faudrait un autre sac. »« Je sais, dit-elle. » Voix normale, gestes normaux. Mais dans sa tête, quelque chose venait de clignoter. Une question sans forme encore. Un fil pendant dont elle ne savait pas encore si elle devait tirer ou ignorer. Elle prit les articles, les porta à la cuisine, rangea tout méthodiquement. Quand elle ferma le dernier placard, elle prit une longue inspiration. Pas d'émotion superficielle. C'était de la confusion, c'était de l'interrogation, c'était quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas encore identifier. Elle ne dit rien ce soir-là, ni les soirs suivants, mais elle commença à regarder différemment, avec la même attention silencieuse et méthodique qu'elle mettait à examiner un tissu pour en comprendre le grain avant de poser les ciseaux dessus. Il y avait une chose que Camille n'avait jamais su faire, ignorer ce qu'elle avait vu. C'était une qualité professionnelle devenue réflexe personnel. Dans un atelier de couture, celui qui ne regarde pas les détails fait des erreurs qui coûtent cher. Un fil mal tendu, une couture qui part d'1 millimètre dans le mauvais sens, un tissu retourné dans le mauvais sens du grain. Les petites choses mal vues deviennent de grands problèmes. Elle avait appris ça à 16 ans, penchée sur sa première machine à coudre dans l'appartement de Belleville, sous l'œil patient et sans indulgence de sa grand-mère Hélène, qui lui disait « Regarde d'abord, coupe après ». Alors, elle regarda. Elle regarda avec discrétion, avec méthode, sans précipitation. Elle continua à cuisiner, à coudre, à appeler Hélène à 6 heures du matin, à travailler 3 jours par semaine à l'atelier. Mais elle regarda. Et ce qu'elle vit, accumulé sur 2 semaines, avec la patience de quelqu'un qui sait que les preuves ne se ramassent pas toutes en même temps, commença à former quelque chose de cohérent, comme un patron de couture dont on rassemble les pièces une à une sur la table avant de comprendre la forme finale du vêtement. Alexandre ne se cognait pas, jamais, dans un appartement qu'une personne privée de vue habitait depuis plusieurs mois. Il aurait été normal, attendu, de voir des marques sur les angles des meubles, des objets repositionnés stratégiquement, des repères tactiles installés sur les surfaces. Il y en avait. Des petits points en relief sur les plaques de la cuisinière, des bandes texturées sur les premières et dernières marches de l'escalier intérieur, des livres audio empilés sur la table de nuit. Mais Alexandre ne s'en servait presque jamais. Il marchait dans cet appartement avec la fluidité de quelqu'un qui voit l'espace, pas de quelqu'un qui le mémorise. Un matin, elle laissa exprès un livre sur le bord de la table basse, pas au centre, pas dans un endroit logique, mais à 20 centimètres du bord, là où quelqu'un qui ne verrait pas risquerait de le heurter en passant. Elle s'installa dans le fauteuil avec son café et attendit. Alexandre traversa le salon 20 minutes plus tard. Il contourna la table avec une légère inflexion de la hanche, sans ralentir, sans chercher avec la canne. Le livre ne bougea pas. Elle but une gorgée de café. Elle ne fit rien de cette observation immédiatement. Elle la rangea, la laissa reposer, parce que ce qu'elle commençait à comprendre était trop grand pour être traité dans la précipitation, et parce qu'une partie d'elle, celle qui avait appris à Hélène de ne pas ouvrir une porte avant d'être prête à voir ce qu'il y a derrière, lui soufflait d'attendre le moment juste. En attendant, la vie continuait, et la vie, dans cet appartement trop silencieux, avait commencé à avoir une texture différente. Le 3e dimanche depuis son arrivée, il plut sur Paris avec cette constance grise et têtue propre à l'automne parisien. Pas une pluie violente, juste une présence permanente, une humidité douce qui collait aux vitres et effaçait les toits au loin. Camille était installée à la grande table de la salle à manger avec son matériel de couture étalé devant elle. Elle travaillait sur une robe, commandée par une cliente de l'atelier. Une encolure bateau en crêpe de soie ivoire, qui demandait une attention totale, parce que le crêpe de soie ne pardonne rien. Alexandre était dans son bureau depuis le matin.
À midi, il sortit. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte du salon, regarda le tissu étalé sur la table, un regard bref, direct, avant de ramener les yeux sur elle. « Vous travaillez le dimanche ? La cliente en a besoin pour vendredi, » dit Camille sans lever les yeux de son aiguille. « Et je n'ai pas de machine ici, alors les coutures à la main prennent plus de temps. » Il y eut un silence. Puis, « Je peux vous faire livrer une machine. » Elle leva les yeux cette fois. Il était appuyé contre le montant de la porte, bras croisés, expression toujours aussi difficile à lire. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle. « Je me débrouille. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle le regarda une seconde de plus. « Alors non, merci, mais c'est gentil. » Il hocha la tête très légèrement, pas tout à fait un acquiescement, pas tout à fait un désaccord, et alla se préparer quelque chose dans la cuisine. 10 minutes plus tard, il revint avec 2 assiettes. Une omelette simple, du pain, quelques radis. Il posa une assiette devant elle, sans demander, sans commentaire, et s'assit de l'autre côté de la table avec la sienne. Camille rangea momentanément son aiguille. « Vous savez faire la cuisine ?» dit-elle. « Je sais faire les œufs, » rectifia-t-il. « Ce n'est pas tout à fait pareil. » Et là percevut qu'il souriait. Pas avec la bouche, pas encore, mais avec quelque chose autour des yeux, une détente minuscule dans la ligne des mâchoires. C'était la première fois depuis son arrivée. Elle décida de ne pas le souligner. Certaines choses restent vraies plus longtemps quand on ne les nomme pas tout de suite. Ils mangèrent ensemble ce dimanche-là, assis de part et d'autre de la grande table encombrée de tissus et de fils, avec la pluie sur les vitres et France Musique en fond sonore depuis la radio du bureau qu'il avait laissé allumer. Ce fut un déjeuner simple et un peu étrange, et tout à fait réel. Camille parla de la cliente pour qui elle cousait la robe, une femme d'une 50aine d'années, professeure au conservatoire, qui voulait quelque chose d'élégant mais pas triste pour le concert de fin d'année de ses élèves. Alexandre écouta, posa 2 questions précises sur le tissu, sur la façon dont elle avait choisi la coupe, des questions de quelqu'un qui s'intéresse vraiment, pas de quelqu'un qui meuble le silence. « Comment vous avez commencé la couture ?» demanda-t-il. Camille coupa un morceau de pain. « Ma grand-mère, elle faisait des retouches pour les voisins de l'immeuble depuis toujours. Quand j'avais 10 ans, elle m'a appris à reprendre un ourlet. À 12 ans, je savais poser un zip invisible. À 16 ans, j'avais ma première cliente à moi, la femme du 4e qui voulait transformer une robe de mariée en 2 tenues de cocktail. » Elle marqua une pause. « Elle ne m'a jamais payé, mais j'étais tellement fier que ça n'avait pas d'importance. » Alexandre posa sa fourchette. « Et maintenant, ça a de l'importance ?» « L'argent ?» Elle réfléchit honnêtement. « Oui, parce que d'autres personnes en dépendent. » Elle ne précisa pas qui. Il ne demanda pas. Mais il resta à table encore 20 minutes après avoir fini son assiette, et elle cousit en silence pendant ce temps-là, et personne ne trouva ça gênant. Pella Primera V, depuis qu'elle était arrivée dans cet appartement, le silence n'avait plus la texture du contrôle. Il avait la texture de quelque chose qui commence à ressembler à de l'aise. La semaine suivante apporta une complication que Camille n'avait pas anticipée. Un événement. Le premier depuis son arrivée. Maître Leroux appela un mardi pour confirmer sa présence à un dîner professionnel organisé par un partenaire du groupe. Une soirée dans un restaurant privé du 8e arrondissement, une 20aine de convives, tenue de soirée attendue. Monsieur Delacour souhaite que vous soyez présenté comme son épouse, dit l'avocat avec la même neutralité qu'il mettait à tout. Il n'y a rien de particulier à faire, être présente suffit. Camille raccrocha et resta assise sur son lit un long moment, tenue de soirée. Elle n'avait pas de robe de soirée, elle avait des robes simples, correctes, mais rien qui correspondait à ce qu'on attendait dans un restaurant privé du 8e. Elle pouvait en acheter une. Le contrat prévoyait une allocation vestimentaire pour les événements, une ligne froide dans un paragraphe froid. Mais quelque chose dans l'idée de porter quelque chose qu'elle n'aurait pas fait elle-même la gênait, comme une couture faite par quelqu'un d'autre dans un vêtement qui lui appartient. Elle alla dans sa chambre, ouvrit la petite armoire où elle rangeait ses chutes de tissu.
Il y avait là un coupon de soie, Duchesse Bleu Nuit, qu'elle avait récupéré à l'atelier 6 mois plus tôt. Un reste de commande, trop petit pour un vêtement entier, mais suffisant pour une robe simple si on réfléchissait bien à la coupe. Elle l'étala sur le lit, calcula mentalement, prit ses mesures avec le mètre ruban qu'elle portait toujours dans sa trousse. Elle travailla 3 soirs de suite, après le dîner, jusqu'à minuit passé, avec une lampe de chevet dirigée sur son travail et le silence de l'appartement autour d'elle. Une robe droite, sans ornement, avec une seule découpe en biais dans le dos qui donnait du mouvement sans chercher l'effet. Simple, propre, honnête, le genre de robe qui ne t'essaie pas d'être ce qu'elle n'est pas. Le soir de l'événement, elle s'habilla dans sa chambre, attacha ses cheveux en un chignon bas, mit les petites boucles d'oreilles en argent mat qui avaient appartenu à sa mère. Elle s'examina dans le miroir, pas avec satisfaction, pas avec doute, juste avec le regard de quelqu'un qui vérifie une finition. Les coutures tenaient. La tombée était bonne. Elle sortit de la chambre. Alexandre était dans le hall, en costume sombre, la canne à la main, la canne qu'il utilisait en public, qu'elle avait compris maintenant être un accessoire de mise en scène autant que d'usage. Il se tourna vers elle quand il l'entendit arriver, et pendant une fraction de seconde, une fraction si petite qu'elle aurait pu ne pas exister, son regard fit exactement ce que le regard d'un homme qui voit fait. Il descendit et remonta, vite, avec une attention qui n'était pas celle d'une personne aveugle, décodant une présence par le son. Camille sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle ne dit rien. « Vous êtes prête ?» dit-il. « Oui. » La voiture les attendait en bas. Un chauffeur que Camille n'avait jamais vu ouvrit la portière arrière. Elle monta. Alexandre monta de l'autre côté. Le trajet jusqu'au 8e dura 20 minutes dans la circulation du soir, et ils ne parlèrent presque pas. Juste quelques mots sur les personnes qu'ils allaient rencontrer, les noms à retenir, les sujets à éviter. Des informations pratiques livrées avec précision. Mais plusieurs fois, dans le reflet de la vitre, elle vit son profil tourné vers elle de quelques degrés de trop pour quelqu'un qui ne verrait rien. Le dîner fut ce qu'il était, long, protocolaire, des conversations de surface sur des sujets sérieux, des vins excellents dans des verres très fins, des gens qui souriaient exactement autant qu'il le fallait. Camille fut présentée à 10 personnes différentes en moins d'1 heure. Elle serra des mains, dit les bonnes choses, sourit sans forcer. Elle avait grandi dans un milieu où on apprend vite à lire les dynamiques sociales pour savoir comment se tenir, pas par calcul, mais par survie. Ce dîner n'était pas si différent dans le fond, juste mieux éclairé. À un moment, une femme d'une 60aine d'années, cheveux blancs coupés courts, collier de perles, directrice médicale d'un des hôpitaux du groupe, s'approcha d'elle pendant qu'Alexandre était accaparé par une conversation à l'autre bout de la table. « Vous êtes couturière, c'est ça ?» dit-elle, non pas avec condescendance, mais avec une curiosité directe. « Oui, » dit Camille. La femme regarda la robe. « Vous l'avez faite ?»« Oui. » Un silence appréciatif. « La coupe dans le dos est remarquable. » Elle inclina légèrement la tête. « J'ai fait médecine, parce que ma mère voulait que je fasse quelque chose d'utile. J'aurais voulu faire de la couture. » Elle dit ça sans amertume, juste avec la légèreté de quelqu'un qui a fait la paix depuis longtemps avec les chemins non pris. « Gardez votre métier, Madame de la Cour. C'est une chance de savoir faire quelque chose de ses mains. » Camille nota mentalement que la femme l'avait appelée Madame de la Cour, que ce nom appliqué à elle avait une sonorité étrange et légèrement fausse, comme une couture faite avec le mauvais fil, techniquement correcte, mais pas tout à fait juste. Dans la voiture du retour, Paris défilait derrière les vitres sombres, les lumières de la ville brouillées par une légère bruine. Alexandre était silencieux depuis la sortie du restaurant. Pas le silence habituel, celui-ci avait une densité différente, comme un tissu plus lourd. Camille attendit, il parla en premier. « La directrice médicale, » dit-il. « Madame Vernet, elle vous a dit quelque chose ?» Elle a admiré la robe. « Oui. » Une pause. Elle ne dit jamais rien aux gens par politesse. Si elle l'a dit, c'est qu'elle le pensait. Camille tourna la tête vers lui.
Dans la pénombre de la voiture, il regardait droit devant, le profil net, le reflet des lumières de la ville glissant sur les lunettes sombres. « Vous la connaissez bien ?» demanda-t-elle. « Elle dirige l'hôpital de Neuilly depuis 12 ans. C'est quelqu'un de bien. » Il s'arrêta. « Il n'y en a pas beaucoup dans mon entourage professionnel. » Ce fut tout. Mais Camille entendit ce qu'il ne disait pas, la solitude implicite dans cette phrase, la façon dont on parle des gens de bien quand on a appris à ne plus leur faire confiance facilement. Elle connaissait cette façon de parler. Elle l'avait elle-même utilisée après que son ancien employeur avait fermé l'atelier sans préavis et sans les indemnités dues, et qu'elle avait mis des mois à retrouver un travail stable. Não era apenas solidão, era desconfiança, era a cicatrice de alguém que já tinha se aberto e pago caro por isso. Ele ne dit rien. Mais quand ils rentrèrent et qu'il dit bonne nuit dans le couloir avec une sobriété qui ressemblait à une porte qu'on referme soigneusement, elle répondit bonne nuit avec la même sobriété. Et quelque chose dans cet échange neutre et minimal était, sans que ni l'un ni l'autre n'en soit conscient, plus honnête que beaucoup de conversations qu'ils n'auraient jamais. Octobre glissa vers novembre, avec la discrétion propre aux saisons parisiennes, pas de rupture brutale, juste un approfondissement progressif du froid, les platanes du boulevard perdant leurs feuilles une par une comme des décisions prises lentement, la lumière du matin devenant plus tardive et plus dorée, les gens dans le métro enfouissant les mains dans les poches de leurs manteaux avec ce résignement élégant que les Parisiens réservent à l'hiver. Dans l'appartement du 16e, quelque chose changeait aussi, de la même façon, avec la même lenteur non décidée. Ils dînaient ensemble tous les soirs maintenant. Ce n'était pas une règle. Personne ne l'avait proposé, personne ne l'avait accepté. C'était arrivé comme le reste, progressivement, naturellement, avec la logique tranquille des choses qui trouvent leur place, parce que c'est simplement là qu'elles vont. Camille cuisinait, Alexandre apparaissait, elle servait pour deux, ils mangeaient. Ils parlaient ou ils ne parlaient pas, et les deux étaient également possibles sans que l'un ou l'autre soit moins bien que l'autre. Un soir, elle fit une tarte à l'oignon avec de la pâte brisée maison, des oignons confits longuement dans le beurre avec du thym frais, une fine couche de crème et de gruyère râpée. L'odeur envahit tout l'appartement avec cette insistance douce et chaude qui est l'odeur de l'enfance pour ceux qui ont eu de la chance. Alexandre arriva dans la cuisine avec 10 minutes d'avance sur son heure habituelle. Il s'assit sans rien dire, mais il y avait dans la façon dont il s'installa, légèrement plus détendu que d'ordinaire, les épaules un peu moins hautes, quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation. « Tarte à l'oignon, dit-elle, en posant le plat sur la table. « Je sais, dit-il, ça fait 1 heure que ça sent dans tout l'appartement. » C'est fait exprès. Il leva légèrement les yeux vers elle, ce mouvement bref qu'elle avait appris à reconnaître et qu'elle continuait à enregistrer en silence. « Vous faites ça exprès? Les odeurs ?»« Les odeurs préviennent, dit-elle simplement. Quand on sait ce qui arrive, on est moins surpris. » Un silence, puis quelque chose se passa sur son visage, pas tout à fait un sourire, pas tout à fait autre chose, une ouverture minuscule dans la façade. C'est une philosophie intéressante pour une couturière. C'est une philosophie intéressante pour n'importe qui, dit-elle en s'asseyant. Ils mangèrent. La tarte était bonne, la pâte fine et croustillante, les oignons fondants, le gruyère légèrement gratiné sur les bords. Il reprit 2 fois. Elle nota ça aussi, sans le dire. Ce soir-là, après le dîner, il ne repartit pas immédiatement. Il resta, les coudes sur la table, les mains autour de sa tasse. Et pour la première fois depuis qu'elle était là, il parla de quelque chose de réel, sans que ce soit elle qui ait ouvert la porte. « Mon grand-père a fondé le groupe avec un seul hôpital, dit-il, à Lyon en 1971. Il avait 32 ans et aucun diplôme de médecine. Juste une idée très précise de ce que les gens méritaient comme soins. » Il s'arrêta. Il disait toujours que la santé n'était pas un luxe, mais qu'il fallait bien que quelqu'un la finance correctement. C'était sa façon de justifier l'aspect privé sans se sentir coupable. « Et vous ?» demanda Camille. Il considéra la question sérieusement, comme s'il ne se l'était pas posée depuis longtemps.
Je pense que le système est imparfait, et que l'imperfection d'un système ne dispense pas les gens qui y opèrent d'essayer de bien faire à l'intérieur. C'est une façon honnête de voir les choses. C'est une façon commode, rectifia-t-il avec une franchise qui l'a surpris. Je ne sais pas si c'est honnête. Elle apercevait à ce moment-là qu'il était plus lucide sur lui-même qu'il ne le laissait paraître en général, et que cette lucidité lui coûtait quelque chose, qu'il n'en était pas fier comme certains le sont de leur autocritique, mais qu'il la portait comme un poids nécessaire. Non era arrogancia disfarçada de humildade, c'était quelque chose de plus difficile que ça. Elle ne répondit pas immédiatement, puis elle dit: mon frère veut devenir infirmier, il est en terminale, il a 17 ans et il a décidé ça l'année dernière après que notre grand-mère a été hospitalisée. Il dit que ce qui lui a manqué à l'hôpital, c'était pas les médecins. C'était quelqu'un qui prenne le temps de lui expliquer ce qui se passait et de rester assis avec elle 5 minutes. Alexandre ne répondit pas tout de suite. Quand il parla, sa voix avait changé de tonalité, plus basse, plus attentive. Il a raison. Je sais. Mais la formation coûte cher et je ne sais pas encore comment on va gérer ça. Ce fut tout ce qu'elle dit. Elle n'ajoutait pas, elle ne demandait rien. Elle posait simplement les faits comme elle posait les pièces d'un patron. À plat, sans les assembler encore, en laissant à l'autre le soin de voir ce qu'il voulait faire de l'image d'ensemble. Il ne dit rien ce soir-là, mais 2 jours plus tard, sans contexte, sans préambule, il demanda au petit déjeuner. « Votre frère, il vise quelle école ?» Camille leva les yeux de sa tasse. L'IFSI de l'APHP, l'Institut de formation en soins infirmiers des hôpitaux de Paris. C'est un bon choix. Oui, mais les inscriptions ferment en janvier et il faut constituer un dossier solide. Alexandre hocha la tête. Ne dit rien de plus, elle non plus, mais quelque chose avait été posé sur la table entre eux, pas une demande, pas une promesse, juste une information qui existait maintenant dans l'espace partagé de cet appartement et qui attendait de voir ce qu'on allait en faire. Les semaines passèrent, novembre avança, et avec novembre vint quelque chose que Camille n'avait pas anticipé. La culpabilité d'Alexandre, qui grossissait dans sa poitrine comme une tache d'humidité sur un mur. D'abord invisible, puis présente, puis impossible à ignorer. Il la voyait. Il la voyait depuis le début, depuis le premier soir où elle avait posé une assiette de soupe sur la table sans commentaire. Il avait vu comment elle s'était installée dans son appartement avec la même discrétion qu'un oiseau qui cherche un endroit où se poser sans déranger, économe dans ses gestes, attentive à l'espace de l'autre, ne prenant jamais plus que ce qu'il fallait. Il avait vu le dé à coudre en laiton posé sur la commode. Il avait vu la botte de menthe récupérée dans le réfrigérateur. Il avait vu les chutes de tissu et le coq imparfait et les petites boucles d'oreilles en argent mat. Et il avait continué à mettre les lunettes noires chaque matin, continué à laisser la canne contre la chaise, continué à demander qu'on lui lise des choses qu'il pouvait lire lui-même. Au début, c'était simple, la même logique froide et stratégique qui guidait tout depuis l'accident, depuis la découverte de la trahison de ses cousins, depuis la décision de continuer à se taire pour voir jusqu'où allait la désintégration. Il n'avait pas de raison particulière de faire confiance à Camille Moreau. Elle était là, dans le cadre d'un contrat, comme les autres, même si elle était arrivée différemment des autres. La prudence était raisonnable. Mais la prudence raisonnable avait une durée de vie, et cette durée de vie était écoulée depuis plusieurs semaines maintenant. Ce qui continuait à le faire taire n'était plus de la stratégie, c'était autre chose, plus difficile à nommer, plus difficile à regarder en face. Il avait peur de ce que changerait la vérité, pas pour lui, pour ce qui s'était construit dans ces dîners silencieux, dans ces échanges de cuisine, dans ces dimanches pluvieux, avec le tissu étalé sur la table et France Musique en fond. Il avait peur que la vérité détruise quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis très longtemps et qu'il ne savait même pas qu'il cherchait encore. C'était une peur lâche. Il le savait. Et la savoir lâche ne la rendait pas moins réelle. Un soir de la mi-novembre, il se passa quelque chose que ni l'un ni l'autre ne prévoyait. Camille reçut un appel de Théo, son frère, à 22 heures.
Une heure à laquelle Théo n'appelait jamais parce qu'il savait qu'elle se levait tôt. Elle prit l'appel dans sa chambre, mais la porte n'était pas complètement fermée et l'appartement était silencieux. Alexandre était dans le couloir quand la voix de Camille lui parvint. D'abord normale, puis plus basse, puis coupée par un silence, puis de nouveau normale, mais avec quelque chose de différent dans le timbre, cette légère pression dans la gorge de quelqu'un qui retient quelque chose. Il s'arrêta. « Non, Théo, c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle aille mieux. » Silence. « Oui, je sais. 3 jours à l'hôpital, c'est long, mais l'arthrite, ça s'aggrave parfois en hiver. Tu sais ça. » Silence plus long. « Non, reste avec elle. J'arrive demain matin. Dors. » Elle raccrocha. Un silence dans la chambre. Puis, le bruit très discret de quelqu'un qui inspire profondément. 1 fois, 2 fois. Le bruit de quelqu'un qui se recompose dans la solitude de sa chambre, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour le faire. Alexandre resta immobile dans le couloir encore quelques secondes. Puis il repartit vers son bureau, s'assit et resta assis dans le noir, les lunettes posées sur le bureau devant lui, les yeux ouverts sur l'obscurité réelle de la pièce, à penser à quelque chose qu'il ne formulait pas encore clairement, mais qui prenait forme avec la lenteur têtue des choses qu'on ne peut plus arrêter. Le lendemain matin, Camille était dans la cuisine à 5h30, 1h30 plus tôt que d'habitude. Elle préparait son café avec des gestes plus rapides que d'ordinaire, son manteau déjà sur les épaules, son sac sur la chaise. Alexandre entra. Elle leva les yeux, surprise. « Votre grand-mère » dit-il. Pas une question. Hospitalisée hier soir, arthrite. Ce n'est pas grave, mais je préfère aller la voir. Bien sûr. Il s'arrêta. L'hôpital Lariboisière? Elle fronça légèrement les sourcils. Comment vous savez? C'est le plus proche de Belleville pour ce type de prise en charge. Un temps. J'ai quelqu'un là-bas. Si vous voulez, je peux appeler pour qu'elle soit suivie correctement. Camille posa sa tasse, le regarda. Je ne vous demande pas ça. Je sais, dit-il, c'est moi qui le propose. Un long silence s'installa entre eux, pas inconfortable, pas tendu, mais dense, chargé de tout ce qui n'avait pas encore été dit et de tout ce qui commençait à ne plus pouvoir attendre. Pella primera ve depuis qu'elle était arrivée, Camille sentit sa garde se fissurer légèrement, pas tomber, juste se fissurer, comme un tissu qui cède sur un seul point de couture, mais qui tient encore l'ensemble. « D'accord, dit-elle. « Merci. » Il hocha la tête, alla chercher son téléphone. Elle entendit sa voix dans le couloir, basse, directe, professionnelle, passer un appel, donner un nom, préciser une chambre, demander qu'on s'en occupe. 3 minutes, pas plus. Quand il revint, il dit simplement « Elle sera bien suivie ». Camille avait les mains à plat sur le plan de travail, les yeux baissés sur le marbre froid. Elle releva la tête. « Pourquoi vous faites ça ?» Il la regarda, et cette fois, même avec les lunettes, même avec toute la maîtrise qu'il avait déployée pendant des semaines pour contrôler ce que son regard trahissait, quelque chose passa. Quelque chose de direct et de vrai et de légèrement douloureux, comme une lumière derrière un volet pas tout à fait fermé. Parce que vous méritez que quelqu'un s'occupe des choses pour vous, de temps en temps, dit-il. Et parce que je peux. Elle ne répondit pas. Elle prit son sac, dit au revoir d'une voix neutre et s'en alla. Mais dans le métro qui l'emmenait vers Belleville, assise avec son sac sur les genoux et les yeux fixés sur les panneaux publicitaires qui défilaient dans le tunnel sombre, elle sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Un réarrangement interne discret, comme quand on redresse un patron sur une table et qu'on réalise qu'on le tenait de travers depuis le début et que la forme est en fait différente de ce qu'on croyait. Non era gratidão. Ce n'était pas de la gratitude, ou pas seulement. C'était quelque chose de plus compliqué et de moins confortable que ça. Quelque chose qui ressemblait à de la conscience, à la conscience précise qu'il se passait quelque chose dans cet appartement silencieux du 16e. Quelque chose qui n'était pas dans le contrat et qui ne s'arrêterait peut-être pas quand le contrat s'arrêterait. Elle regarda par la vitre noire du métro son propre reflet. Les mêmes grands yeux, la même bouche, mais avec une expression différente de celle qu'elle avait eue le premier jour dans ce même wagon. Moins de stupéfaction.
plus de quelque chose d'autre qu'elle ne nommait pas encore. Le métro arriva à Belleville. Elle sortit dans le froid de novembre, remonta la rue familière avec ses épiceries ouvertes tôt, ses odeurs de café et de pain chaud, ses trottoirs légèrement défoncés. Elle reconnut chaque détail avec une tendresse qui avait quelque chose de nouveau. La tendresse de quelqu'un qui revient et qui voit les choses avec les yeux de l'absence. Hélène était dans sa chambre d'hôpital, petite dans le grand lit blanc, les mains posées sur le drap avec la dignité tranquille qu'elle mettait à tout. Elle sourit en voyant Camille entrer. « Tu n'avais pas besoin de venir si tôt. »« Je sais. » Camille posa son sac, prit une chaise, s'assit près du lit, prit les mains de sa grand-mère entre les siennes. « Comment tu te sens ?»« Vieille, » dit Hélène avec une sécheresse affectueuse. Puis après un silence, avec ce regard qui lisait les gens sous leurs mots, « Et toi ?» Camille réfléchit honnêtement. « Je ne sais pas encore, » dit-elle. Hélène hocha la tête comme si c'était la meilleure réponse possible. « Alors, c'est que c'est sérieux !» Décembre arriva avec ses lumières sur les Champs-Élysées et ses marchés de Noël, qui sentaient le vin chaud et la cannelle, et Paris devint cette version d'elle-même que les touristes photographient et que les Parisiens traversent en regardant leur téléphone. Dans l'appartement du 16e, les jours avaient une texture différente depuis la nuit où Alexandre avait passé cet appel pour Hélène. Quelque chose s'était légèrement déplacé entre eux, comme deux pièces d'un mécanisme qui s'emboîtent d'un millimètre de plus et tournent un peu moins en frottant. Hélène était rentrée à Belleville après 4 jours d'hospitalisation, suivie désormais par un médecin spécialiste que Camille avait accepté sans en faire mention. Elle avait simplement dit merci une fois, directement, les yeux dans les yeux, et il avait hoché la tête et il n'en avait plus parlé. C'était leur façon, elle le comprenait maintenant. Ne pas appesantir les choses importantes, les laisser exister à leur juste poids sans les alourdir davantage avec des mots qui ne changeraient rien à ce qui s'était passé. Théo avait appelé Camille un soir pour lui dire que le médecin avait été vraiment bien avec leur grand-mère, qu'il avait pris le temps de s'asseoir, d'expliquer, d'ajuster le traitement avec soin. « C'est exactement ce que je veux faire », avait dit Théo, avec cette conviction tranquille des gens de 17 ans qui savent déjà, et Camille avait senti quelque chose se détendre dans sa poitrine en l'entendant, la tension chronique de quelqu'un qui porte des gens sur les épaules depuis longtemps et qui reçoit pour la première fois un peu d'aide pour tenir le poids. Elle n'avait pas dit à Alexandre que Théo avait appelé, mais le lendemain matin, en posant son café sur la table, elle avait dit « Mon frère dit que le médecin était bien ». C'était tout. Alexandre avait répondu « Tant mieux ». C'était tout. Et cet échange minuscule avait contenu quelque chose de disproportionnellement grand, une reconnaissance mutuelle, un acquittement silencieux, quelque chose qui ressemblait à de la confiance en train de poser ses premières fondations. Le problème, c'est que la confiance était asymétrique, et Alexandre le savait mieux que personne. Il avait commencé à écrire. Pas pour une raison précise, ou plutôt pour une raison qu'il ne s'avouait pas encore clairement. Un carnet à couverture noire, acheté en ligne, livré discrètement, rangé dans le tiroir fermé à clé de son bureau. Il écrivait le soir, tard, après que l'appartement était silencieux et que la lumière sous la porte de la chambre s'éteignait. Il écrivait ce qu'il voyait. Pas ce qu'il pensait, ce qu'il voyait précisément avec la minutie de quelqu'un qui a passé des mois dans le noir et qui regarde maintenant le monde avec une attention presque douloureuse, comme si chaque détail visible était un cadeau potentiellement révocable. Il écrivait. Ce matin, elle a raccroché avec sa grand-mère et elle est restée 30 secondes à regarder par la fenêtre sans rien faire, juste à regarder. Je ne sais pas ce qu'elle voyait. Moi, je voyais quelqu'un qui tient beaucoup de choses ensemble et qui prend 30 secondes pour les tenir moins fort. C'est le genre de choses que les gens ne montrent que quand ils croient que personne ne regarde. Il écrivait « Elle a recousu le bouton de son manteau ce soir. Elle l'a fait en regardant la télévision sans y penser, avec ces gestes que les gens ont quand quelque chose est tellement automatique que ça se passe dans une autre partie d'eux-mêmes.
Elle a mordu le fil pour le couper à la fin. J'aurais dû regarder ailleurs. Je n'ai pas regardé ailleurs. Il écrivait « Elle rit différemment quand elle parle à son frère et quand elle parle à sa grand-mère. Avec Théo, c'est un rire rapide, presque moqueur, le rire de quelqu'un qui connaît l'autre depuis toujours et peut se permettre de ne pas être gentil. Avec Hélène, c'est plus doux, plus patient, le rire de quelqu'un qui ménage sans se soumettre. Je n'ai pas encore entendu comment elle rit quand elle est vraiment surprise. J'aimerais entendre ça. » Ce dernier paragraphe, il l'avait relu le lendemain matin et avait failli arracher la page. Il ne l'avait pas fait. Il avait fermé le carnet et l'avait remis dans le tiroir et était allé boire son café avec la conscience inconfortable de quelqu'un qui vient de surprendre sa propre pensée en train de faire quelque chose qu'il n'avait pas autorisé. La première vez depuis des années, quelque chose lui échappait, et il ne savait pas si c'était dangereux ou si c'était simplement ce que ça faisait d'être vivant de cette façon-là. La deuxième semaine de décembre apporta une convocation qu'il ne pouvait pas éviter, le dîner annuel du groupe de la cour. Un événement incontournable dans le calendrier institutionnel. Directeurs médicaux, partenaires financiers, avocats du groupe, membres de la famille actionnaire. Cette année, il se tenait dans le grand salon privé de l'hôtel Plaza Athénée, avenue Montaigne, le genre d'endroit où les lustres coûtent plus cher que le salaire annuel de la moitié des convives et où personne ne le dit. Alexandre prévint Camille avec une semaine d'avance. Il le fit directement un matin sans passer par Maître Leroux, ce que Camille nota sans commentaire comme un changement de protocole qui disait quelque chose. Elle ne savait pas encore quoi exactement. « C'est l'événement le plus important de l'année pour le groupe, dit-il. Ma famille sera là, ce ne sera pas simple. Votre famille, répéta-t-elle. Pas une question, une demande de précision. Mes deux cousins, Thibaut et Élodie. Il s'arrêta. Ils ne sont pas contents de votre présence, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec vous. Camille apprécia la précision. Je comprends. Ils vont probablement essayer de vous mettre mal à l'aise. Il dit ça sans détour, avec la franchise de quelqu'un qui préfère que les gens soient préparés plutôt que protégés. Élodie en particulier. « Je suis couturière dans un atelier populaire du 11e, dit Camille calmement. Je prends le métro tous les jours. Je connais les gens qui essaient de mettre les autres mal à l'aise pour se sentir grands. J'ai grandi avec ça. » Il la regarda. Ce regard qu'elle reconnaissait maintenant, direct et légèrement trop long pour quelqu'un qui ne verrait rien. « Oui, dit-il, je sais. » Elle commença à préparer sa tenue 3 jours avant l'événement. Cette fois, elle n'avait pas de coupon de soie duchesse dans sa valise, mais elle avait à l'atelier accès aux chutes des commandes de la saison, et Madame Fournier, la patronne, lui avait depuis longtemps accordé le droit de récupérer ce qui restait des grandes pièces. Elle chercha 2 jours, trouva finalement ce qu'il fallait, un coupon de taffetas de soie bleu nuit, pas très grand, mais suffisant pour une robe ajustée avec une coupe nette, sans fioritures. Elle travailla le soir et le matin avant de partir à l'atelier et le samedi entier, avec la concentration totale qu'elle réservait aux pièces qui comptaient. Elle voulait quelque chose de simple et de précis. Pas une robe qui cherche à impressionner, mais une robe qui n'a pas besoin de chercher. La coupe était droite, l'encolure légèrement bateau, les manches 3/4. La seule complexité était invisible. Une doublure en crêpe ivoire cousue à la main point par point, qui donnait aux vêtements son tombé, sa façon de bouger avec le corps plutôt que contre lui. C'était le genre de travail que personne ne voit, mais que tout le monde sent. Le soir de l'événement, Paris était froide et sèche. Le ciel dégagé et noir entre les immeubles, les lumières de Noël scintillant sur l'avenue Montaigne, avec un luxe tranquille et sûr de lui. La voiture s'arrêta devant le Plaza Athénée, façade en pierre blanche, drapeau rouge, portier en manteau sombre. Camille sortit du véhicule avec le calme de quelqu'un qui a décidé à l'avance de ne pas être intimidé et qui honore cette décision geste par geste. Le salon privé était ce qu'il était. Haut de plafond, lustre de cristal, nappe en lin blanc damassé, bouquet de fleurs blanches au centre des tables rondes. Une centaine de personnes peut-être, des conversations à voix feutrée,
Des verres de champagne tenus par leur base, avec la décontraction étudiée des gens qui ont appris à tenir du champagne avant d'apprendre à conduire. Alexandre était à sa droite, la canne dans la main gauche, le costume sombre impeccable. Ils entrèrent ensemble. Les premières minutes furent du protocole pur, présentation, poignées de main, noms à retenir, sourires à calibrer. Camille fit ce qu'elle savait faire, être présente, attentive, dire les choses justes sans en faire trop. Elle sentit les regards, certains curieux, certains appréciateurs, certains calculateurs. Elle les accueillit tous avec la même neutralité bienveillante, comme un tissu solide qui ne se déforme pas sous la pression. Madame Vernet, la directrice médicale du dîner précédent, lui fit un signe de tête depuis l'autre côté de la pièce. Un signe discret mais réel, le genre de reconnaissance que les gens sérieux se font entre eux dans les réunions de gens moins sérieux. Camille lui rendit son signe. C'est alors qu'Élodie Delacour s'approcha. 36 ans, cheveux blonds attachés en chignon bas, robe de créateur dans un verre qui coûtait ce que Camille gagnait en 2 mois. Elle était belle d'une façon travaillée et consciente d'elle-même, avec les sourires parfaitement calibrés de quelqu'un qui a appris très tôt que le charme est un outil et qui l'entretient soigneusement. Elle s'approcha avec un verre à la main et ce regard qui évalue en feignant d'admirer. « Camille », dit-elle, avec la familiarité de quelqu'un qui veut marquer un territoire en supprimant la distance formelle. « Je suis tellement contente de finalement vous rencontrer. » Le « finalement » portait quelque chose, une légère emphase, comme une aiguille invisible glissée sous la peau. « Bonsoir », dit Camille. Élodie laissa passer un silence d'une seconde de trop, juste assez pour que ce qui allait suivre ne semble pas préparé. Puis, suffisamment fort pour que les 3 personnes proches entendent sans que ce soit une déclaration publique. Le volume exact qui permet la plausible dénégation. J'admire vraiment votre courage de venir comme ça. C'est le genre de choses que seules les personnes sans aucune gêne peuvent faire. Le silence autour d'elle changea de texture. Camille sentit le regard des 3 personnes proches se poser sur elle. Cette attention particulière des témoins d'une humiliation publique à mi-chemin entre la fascination et le malaise. Elle sentit quelque chose monter dans sa gorge. Pas des larmes. Elle n'était pas du genre, mais une chaleur, une pression, la réaction physique de quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose d'injuste et dont le corps le sait avant le cerveau. Elle prit une inspiration, calme, lente. Et alors quelque chose se passa qu'elle n'attendait pas. Une main prit la sienne, ferme, directe, sans hésitation. Les doigts d'Alexandre qui se refermaient sur sa main avec une certitude qui n'avait rien à voir avec un geste de façade. Elle sentit sa chaleur, la pression réelle de sa paume contre la sienne. À côté d'elle, Alexandre se redressa, pas ostensiblement, pas théâtralement, juste ce centimètre supplémentaire qu'on prend quand on décide quelque chose. Il se tourna vers la pièce, pas vers Élodie seule, vers la pièce, d'une façon qui capturait naturellement l'attention des gens autour d'eux. Sa voix était parfaitement calme, sans colère, sans emphase excessive. Juste clair. Ma femme a fait cette robe de ses propres mains, chaque point, chaque couture. Un temps d'une seconde. Aucune d'entre vous ne saurait faire ça. Le silence qui suivit fut d'une qualité particulière. Pas le silence de la gêne, mais le silence de quelque chose qui vient de se recalibrer. Élodie blêmit légèrement, le sourire figé sur le visage comme un motif imprimé sur un tissu synthétique, présent mais sans vie. Les 3 personnes autour regardèrent ailleurs avec le tact discret des gens bien élevés. Camille sentit la main d'Alexandre toujours dans la sienne. Elle ne la retira pas. Mais dans sa tête, une chose revenait en boucle, insistante et impossible à ignorer. Une question qui avait la forme d'un fil, pendant qu'on ne peut pas ne pas tirer une fois qu'on l'a vue. Comment un homme aveugle savait-il qu'elle avait cousu cette robe elle-même? Elle ne posa pas la question ce soir-là. Elle attendit, avec la même patience qu'elle mettait à laisser un tissu reposer après la coupe, avant de commencer à coudre, pour que les fibres se réajustent et révèlent leur vrai comportement.
Ils finirent la soirée côte à côte, elle avec sa question dans la poitrine comme un nœud serré, lui avec quelque chose de différent dans la posture, moins rigide, comme si le geste qu'il venait de faire avait libéré une tension qu'il portait depuis longtemps sans s'en apercevoir. Le reste du dîner fut plus simple. Les gens autour d'eux eurent cette délicatesse collective, propre au milieu où les scandales se gèrent en silence. Personne ne fit allusion à ce qui s'était passé. Tout le monde fit comme si la conversation avec Élodie n'avait pas eu lieu. Et Élodie elle-même disparut avec son verre vers l'autre bout de la salle, avec le flegme de quelqu'un qui pratique la retraite stratégique depuis l'enfance. Thibault, le cousin, passa près d'eux une fois, grand, le visage lisse d'un homme qui fait attention à tout sauf à ce qu'il devrait, et échangea avec Alexandre un signe de tête bref et chargé, le genre d'échange entre personnes qui savent exactement où elles en sont sans avoir besoin de le formuler. Madame Vernet vint les rejoindre un moment en fin de soirée. Elle parla à Camille avec la même franchise directe du dîner précédent, lui demandant cette fois des détails sur son travail à l'atelier. Combien de pièces par semaine? Quel type de clientèle? Comment elle gérait les demandes sur mesure? Camille répondit avec précision, sans fausse modestie et sans se gonfler, et vit dans les yeux de la femme quelque chose qui ressemblait à du respect réel, la qualité de regard des gens qui reconnaissent la compétence parce qu'ils ont la leur. Dans la voiture du retour, Paris défilait derrière les vitres dans son habillage de décembre, lumière dorée sur les façades, reflets sur l'asphalte mouillé par une pluie fine qui avait commencé pendant le dîner. Ils restèrent silencieux les premières minutes, chacun de son côté de la banquette arrière, la distance entre eux, ni plus grande ni plus petite qu'à l'allée, mais chargée différemment, comme un même espace, sous une pression différente. Camille regardait par la vitre. La question était toujours là. Elle s'était décantée pendant 2 heures et était maintenant claire et propre dans sa tête, sans agitation autour d'elle. Juste la question, simple et irréductible. Elle attendit que le chauffeur tourne sur le quai pour parler. « Ce soir, dit-elle, la voix neutre, sans préambule, quand vous avez dit que j'avais cousu la robe moi-même. Un temps. Comment vous le saviez ?» Le silence d'Alexandre dura 3 secondes, puis 5, puis 10. La voiture traversait le pont d'Iéna, la Seine noire et lisse en dessous, la tour Eiffel illuminée à leur droite avec cette présence massive et tranquille qui finit par devenir un repère plutôt qu'un monument. « J'ai entendu la machine à coudre, » dit-il, « les 3 soirs avant l'événement. » Camille hocha la tête lentement. Ce n'était pas faux. Elle avait en effet cousu le soir, tard, avec la petite machine portative qu'elle avait finalement accepté qu'il lui fasse livrer. Mais elle avait aussi cousu à la main. Les parties les plus importantes, la doublure, les finitions, et ça, une machine à coudre qu'on entend depuis le couloir ne pouvait pas l'expliquer. Elle ne dit pas ça. Elle rangea la réponse incomplète dans le même tiroir que les autres observations accumulées depuis des semaines. Quand ils rentrèrent, il dit bonne nuit dans le couloir. Elle dit bonne nuit. Elle alla dans sa chambre, s'assit au bord du lit, regarda la robe bleue qu'elle venait d'enlever et qui était posée sur le dossier de la chaise. Les coutures tenaient parfaitement. La doublure n'avait pas bougé d'1 millimètre. Elle l'examina un long moment, comme si la robe pouvait lui dire quelque chose qu'elle ne savait pas encore se dire à elle-même. Puis elle se coucha et passa une grande partie de la nuit à ne pas dormir, les yeux ouverts sur le plafond blanc de cette chambre qui était 3 fois trop grande pour elle, dans cet appartement qui n'était pas le sien, dans une vie qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait prévu. Ce n'était pas de l'angoisse, c'était quelque chose de plus difficile à gérer que l'angoisse, c'était de la clarté. La clarté inconfortable de quelqu'un qui commence à voir exactement ce qui se passe et qui sait que voir clairement oblige à choisir clairement. Les jours suivants furent les plus étranges depuis son arrivée. Étranges parce qu'en surface rien n'avait changé. Ils dînaient ensemble, ils parlaient, elle cuisinait et cousait et appelait Hélène, mais en dessous, dans l'épaisseur invisible de chaque échange, quelque chose avait changé d'un degré irréversible, comme un tissu qu'on a légèrement mouillé et qui ne reprend jamais exactement sa forme originale. Elle le regardait différemment,
non plus avec l'attention méthodique et distante de quelqu'un qui collecte des preuves, mais avec quelque chose de plus direct et de moins confortable, l'attention de quelqu'un qui a arrêté de prétendre ne pas voir ce qu'il voit. Elle voyait comment il lisait ses messages, les yeux qui se déplaçaient sur l'écran, avec la fluidité de quelqu'un qui voit vraiment, pas le mouvement concentré et ralenti d'une personne qui déchiffre par synthèse vocale. Elle voyait comment il choisissait ses vêtements le matin, la main qui allait directement sur le bon cintre, sans tâtonner, sans ce moment d'hésitation qu'on a quand on évalue par le toucher. Elle voyait comment il regardait par la fenêtre le soir, pas le regard intérieur de quelqu'un plongé dans ses pensées, mais le regard réel, vivant, de quelqu'un qui regarde les toits de Paris et qui les voit. Et elle voyait comment il la regardait, directement, longuement, avec une attention qui n'avait rien de la compensation sensorielle d'une personne privée de vue. Une attention qui était simplement ce qu'elle était. Quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre parce qu'il en a envie, parce que l'autre l'intéresse, parce que l'autre compte. Non, era supposissant. Ce n'était pas une supposition, c'était une certitude. Et la certitude avait une température, chaude d'un côté, froide de l'autre, comme ces matins de décembre où le soleil est là, mais où l'air reste glacé. Chaud parce que ce regard existait, parce qu'il la voyait vraiment, de cette façon-là, avec cette qualité d'attention. Froid parce qu'il ne lui avait pas dit. Parce que pendant toutes ces semaines de dîners partagés, de confessions nocturnes, de mains à plat sur la table et de silence qui ressemblait à de la confiance, pendant tout ce temps, il savait et il se taisait. Elle tourna ça dans sa tête pendant plusieurs jours, sans bouger, sans provoquer, sans rien changer à la surface de leurs échanges. Elle avait besoin de comprendre la forme exacte de ce qu'il avait fait, avant de décider ce qu'elle en pensait. Parce que les choses qui font mal méritent d'être comprises précisément avant d'être jugées. Elle avait appris ça à ses dépens, avec son ancien employeur, avec quelques amis perdus en route, avec les circonstances de vie qui apprennent aux gens à ne pas confondre la douleur d'une chose avec le sens de cette chose. Un jeudi soir, 10 jours après le dîner du Plaza Athénée, elle s'assit en face de lui à la table après le repas. Pas comme d'habitude. Pas en train de débarrasser ou de tenir sa tasse, mais assise, les mains posées devant elle, avec la posture de quelqu'un qui a décidé de parler et qui le fait. « Je voudrais vous poser une question, dit-elle. » Il posa sa tasse, se redressa légèrement. Quelque chose dans son visage changea, imperceptiblement, mais elle le vit, cette légère contraction autour de la mâchoire de quelqu'un qui sait ce qui vient et qui s'y prépare depuis longtemps. « Est-ce que vous voyez ?» demanda-t-elle. 40 secondes de silence. Elle les compta mentalement, non pas par impatience, mais parce que la durée d'un silence dit autant que ce qui le rompt. 40 secondes, c'était long. C'était la durée d'une décision prise ou abandonnée, d'une phrase cherchée et trouvée ou cherchée et impossible. Alexandre enleva ses lunettes. Ce fut un geste simple, lent, sans théâtre. Il porta la main à sa monture et les retira, et les posa sur la table devant lui. Et il leva les yeux vers elle, des yeux gris-vert, clairs dans la lumière de la cuisine, avec cette expression de quelqu'un qui vient d'abaisser la dernière défense et qui ne sait pas encore ce que ça va coûter. « Oui, dit-il, depuis 3 mois, une opération expérimentale. La vision est revenue progressivement. » Il s'arrêta. Je me suis dit que je devais continuer à me taire, pour des raisons que je pensais être bonnes. Vos cousins, entre autres, oui. Il ne chercha pas à minimiser. Mais ce n'est plus la vraie raison depuis longtemps. Elle le regarda sans rien dire. Attendit. J'avais peur, dit-il. La phrase sortit avec une simplicité désarmante, sans les protections habituelles, sans les retraites stratégiques. Juste les mots dans leur poids réel. Pas de vous. De ce que la vérité ferait à ce qui était en train de se construire ici. J'avais peur que si je vous disais que je voyais, vous compreniez que je vous observais, et que vous partiez. Camille prit une longue inspiration. Et vous m'observiez. Oui, depuis le début. Depuis le début. Elle regardait ses mains à plat sur la table, ses propres mains,
pas celles d'Alexandre, les siennes, avec les petites cicatrices des piqûres d'aiguilles sur l'index et le pouce, les ongles courts et sans vernis, les veines légèrement saillantes du poignet. Elle regardait ses mains et elle pensait à toutes les fois où elle avait cru être seule, sur le rebord de la fenêtre à 6 heures du matin, dans sa chambre en train de rire toute seule d'une couture qui partait de travers, dans le couloir en raccrochant avec Hélène, avec les yeux brillants qu'elle croyait ne montrer à personne. Non era apenas traição. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était quelque chose de plus complexe que ça. Elle le sentait. Elle refusait pour l'instant de le regarder en face parce que, si elle le regardait en face, elle risquait de ne pas partir, et elle avait besoin de partir pour savoir ce qu'elle pensait vraiment. Elle se leva, calme, les mains sans trembler. « Je vais avoir besoin d'un peu de temps, » dit-elle. « Je sais, je ne sais pas combien. Je sais ça aussi. » Elle alla dans sa chambre, prit son sac, mit son manteau. Elle n'emballa pas sa valise, pas parce qu'elle comptait revenir vite, mais parce qu'emballer une valise aurait été un geste de rupture définitive, et elle n'était pas prête à décider ça. Elle prit le dé à coudre en laiton dans la trousse, le glissa dans la poche de son manteau, puis elle traversa le couloir, dit bonne nuit à voix basse en passant devant le salon où il était resté assis. Elle ne regarda pas, ne vérifia pas s'il la regardait, et sortit. Le métro à 7 heures était presque vide. Elle s'assit dans un coin de la rame, le sac sur les genoux, les mains dans les poches, les doigts autour du dé à coudre froid. Paris défilait dans les tunnels noirs. Elle ne pleurait pas. Elle était dans cet état particulier qui vient après un choc important. Une clarté anesthésique, une présence totale aux petites choses concrètes, la texture du siège en plastique, le bruit des rails, la lumière blanche et crue du wagon. À Belleville, Hélène ouvrit la porte en robe de chambre, les cheveux défaits, les yeux lisant immédiatement le visage de sa petite fille, avec cette précision que les années n'avaient pas émoussée. Elle ne dit rien. Ouvrit la porte plus grand. Camille entra, s'assit sur le canapé, regarda le studio. Petit, familier, l'odeur de café froid et de laine, le bruit de la rue en bas, les cadres de photos sur le mur. Hélène s'assit à côté d'elle, prit sa main. « Il t'a menti, » dit Hélène. « Il m'a caché quelque chose. C'est pareil. Je ne sais pas si c'est pareil. » Hélène la regarda un long moment. « Est-ce que tu es en colère ?» Camille réfléchit honnêtement. « Oui, mais pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?» Elle apercevait qu'elle ne savait pas encore répondre à cette question avec précision. Il y avait de la colère. Oui, la colère propre et nette de quelqu'un qui a été observé sans le savoir, qui a été vu dans ses moments privés, ses moments de faiblesse, ses moments de vérité, par quelqu'un qui avait choisi de ne pas se montrer en retour. Il y avait quelque chose d'asymétrique et d'injuste dans ça, quelque chose qui touchait à la dignité d'une façon qu'elle ne pouvait pas ignorer. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer encore, parce que le nommer trop tôt aurait été comme couper un tissu avant d'avoir tracé le patron. Elle savait ce que c'était. Elle refusait de le dire dans ce studio à 2 heures du matin parce que certaines choses méritent d'être dites à la lumière du jour, après qu'on a dormi et réfléchi et regardé les choses sous leur vrai angle. « Je reste quelques jours ici, » dit-elle, « si c'est possible. Ton lit est là, » dit Hélène, comme si Camille avait eu besoin de le demander. Les 11 jours à Belleville eurent la texture particulière des périodes de vie qu'on traverse lentement, sans chercher à les accélérer, parce qu'on sait instinctivement qu'elles font quelque chose de nécessaire en dedans, comme un tissu qu'on a mouillé et qu'on laisse sécher à plat, sans tirer, pour qu'il reprenne sa forme juste. Camille dormit dans son ancien lit, sous l'ancienne couette à fleurs délavée, avec le bruit familier de la rue en dessous et l'odeur de café du matin qui montait de l'appartement du dessous à 7 heures précises. Elle travailla ces 3 jours à l'atelier. Elle aida Hélène à faire ses exercices de mobilité pour les mains. Elle cuisina pour 3. Elle, sa grand-mère et Théo, qui rentrait le soir avec son sac d'école et ses questions de terminale, et cette façon qu'il avait de manger debout, devant le réfrigérateur ouvert qui lui avait toujours tapé sur les nerfs et qu'elle trouvait maintenant attendrissante, avec une intensité qu'elle n'expliquait pas.
Elle ne regardait pas son téléphone en attendant un message d'Alexandre. Il n'en envoya pas. Pas de message formel, pas de courrier de Maître Leroux, pas de tentative de contact par un intermédiaire. Rien. Et ce rien avait un poids particulier. Pas le poids de l'abandon, mais le poids de quelqu'un qui respecte ce qu'on lui a demandé, même quand ça lui coûte. Elle le nota, sans en faire quelque chose tout de suite. Elle le nota et le rangea. Elle pensa beaucoup pendant ces 11 jours. Elle pensa à la façon dont les choses s'étaient passées depuis le début, depuis la signature du contrat dans le bureau de Maître Leroux jusqu'au dîner au Plaza Athénée, depuis la première soupe au potimarron jusqu'au gratin dauphinois, et à la tarte à l'oignon et au dimanche pluvieux, avec France Musique et le tissu étalé sur la table. Elle pensa à la main d'Alexandre sur la sienne dans la grande salle du Plaza, à la façon dont ses doigts s'étaient refermés avec une certitude qui n'avait rien de calculé. Elle pensa aux 40 secondes de silence avant qu'il enlève ses lunettes. Elle pensa à « J'avais peur que vous partiez », dit sans armure, sans stratégie, avec la voix de quelqu'un qui dit une chose vraie parce qu'il n'a plus d'autre choix. Et elle pensa au carnet. Elle ne l'avait pas vu. Elle ne savait pas encore qu'il existait, mais elle pensait à tout ce qu'il avait vu sans qu'elle le sache. Et au lieu de ne ressentir que la violation de ça, elle commençait, malgré elle, à ressentir aussi autre chose, l'étrangeté troublante d'avoir été vraiment regardée, pas évaluée, pas jugée, pas instrumentalisée, regardée, avec attention, avec soin, avec ce quelque chose dans les yeux qu'elle avait fini par reconnaître et qu'elle n'arrivait plus à nier. 2 ans auparavant, elle était couturière sans client fixe et sans perspective stable, payant son loyer en retard et mangeant des pâtes 3 soirs par semaine pour que Théo puisse prendre le bus sans compter ses euros. Maintenant, elle était là, assise sur le canapé du studio de Belleville avec une tasse de tisane, à 11 jours de distance d'un appartement du 16e arrondissement où un homme aux yeux gris verts l'attendait peut-être ou peut-être pas. Et elle se demandait comment on passe d'un point à l'autre sans avoir vu le chemin sous ses pieds. Le 11e soir, Hélène dit « Tu pars demain ». Ce n'était pas une question. Camille leva les yeux de sa couture. Elle reprisait une veste de Théo, le coude droit usé jusqu'à la trame, un travail de patience. « Je ne sais pas encore. »« Si, » dit Hélène. Elle tricotait, les aiguilles en mouvement régulier, les yeux sur son ouvrage. « Tu sais depuis 3 jours. Tu attends juste de te donner la permission. » Camille ne répondit pas immédiatement. Regarda le fil entre ses doigts. « Il m'a menti par omission pendant des semaines. » « Oui. » Il m'a observé sans me le dire. « Oui. » « C'est grave. »« Oui. » Hélène posa ses aiguilles sur ses genoux, regarda sa petite fille avec ses yeux qui ne se trompaient jamais sur l'essentiel. « Et pourtant, tu n'es pas parti parce qu'il t'a fait du mal. Tu es parti parce qu'il t'a vu, et ça t'a fait peur. » Camille ouvrit la bouche, la referma. « Les gens qui t'ont regardé distraitement toute ta vie ne t'ont jamais fait partir en courant. » dit Hélène doucement. Lui, si. Réfléchis à ce que ça veut dire. Elle réfléchit toute la nuit. Le lendemain matin à 6 heures, elle appela Hélène depuis la cuisine, comme toujours, comme si rien n'avait changé, même si elles étaient dans le même appartement, juste pour entendre sa voix dire « Bonjour ma fille », avec cette chaleur routinière et absolue. Puis elle plia ses affaires, embrassa sa grand-mère, cria au revoir à Théo qui dormait encore et sortit dans le froid de Belleville. Elle n'alla pas directement au 16e. Elle alla à l'atelier d'abord. Il était tôt. Madame Fournier n'était pas encore là, mais Camille avait la clé depuis 4 ans. Elle alluma la lumière, s'assit à sa machine et travailla 2 heures en silence, seule dans l'atelier avec le bruit des machines qu'elle connaissait par cœur et l'odeur de tissu chaud et de fil. C'était son endroit, son travail, son identité propre, indépendante de tout contrat et de tout appartement et de tout homme aux yeux gris-verts. Elle en avait besoin de se le rappeler avant d'aller où elle allait. À 10 heures, elle rangea tout, ferma l'atelier et prit le métro vers le 16e. Elle sonna à l'interphone du bas. Personne ne répondit. Le portier lui ouvrit le portail avec un signe de tête.
Il la reconnaissait, elle était enregistrée dans le système depuis le premier jour. Elle monta, sonna à la porte de l'appartement. Personne. Elle sortit sa clé, la clé du contrat qu'elle avait gardée dans sa poche pendant 11 jours, sans s'en rendre compte, et ouvrit. L'appartement était vide et silencieux. Elle entra, posa son sac dans le hall, marcha jusqu'à la cuisine. Sur la table, il y avait une cafetière pleine, encore chaude, et une tasse à sa place habituelle. Pas de mots, juste ça. Comme si quelqu'un avait préparé le café en espérant sans certitude et était parti en laissant la possibilité ouverte. Elle s'assit, attendit. 1 heure plus tard, elle entendit la porte. Des pas dans le couloir, direct, sans canne. Elle ne bougea pas. Alexandre apparut dans l'encadrement de la cuisine. Il avait le manteau encore sur les épaules, les cheveux légèrement défaits par le vent, une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Pas la maîtrise habituelle, pas la distance construite, mais quelque chose de plus nu que tout ça, le visage de quelqu'un qui vient de passer 11 jours à ne rien contrôler et qui ne sait pas encore si c'était pour rien. Il la vit, s'arrêta. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs secondes. Le café refroidissait dans la tasse. La lumière de décembre entrait par la fenêtre en biais, dorée et tardive, et posait sur la table une clarté qui avait quelque chose de très ordinaire et de très précis. « Je suis revenu chercher ma valise, » dit-elle. Il ne bougea pas, attendit. « Et peut-être autre chose, » dit-elle. Il ôta son manteau lentement, le posa sur le dossier d'une chaise, s'assit en face d'elle, pas à l'autre bout de la table, à la chaise d'à côté, à distance de conversation normale, la distance de 2 personnes qui se parlent vraiment. Il posa les mains sur la table, paume vers le haut, un geste ouvert, sans défense. « Le carnet est dans le tiroir fermé à clé du bureau, » dit-il. « La clé est dans la poche gauche du costume gris. Je veux que vous le lisiez. Tout. Avant qu'on se dise quoi que ce soit d'autre. » Elle le regarda un long moment. Puis elle se leva, alla dans son bureau, trouva le costume gris dans la penderie, la clé dans la poche gauche. Ouvrit le tiroir. Le carnet à couverture noire était là, épais, les pages légèrement gondolées par l'usage. Elle le prit, revint dans la cuisine, s'assit, l'ouvrit à la première page. L'écriture était serrée, régulière, avec par endroits des mots raturés et réécrits, la trace de quelqu'un qui choisit ses mots non pas pour les effets qu'ils produisent, mais pour leur exactitude. Elle lut, lentement, sans sauter, depuis le début. Il avait écrit la première entrée le soir de son arrivée. Elle a demandé mes préférences alimentaires avant de demander quoi que ce soit pour elle-même. Je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas encore ce que j'en fais. Il avait écrit sur la soupe au potimarron, sur le gratin dauphinois, sur la tarte à l'oignon. Il avait écrit sur le dé à coudre en laiton, sur les appels à 6 heures du matin et le sourire qu'il voyait de loin. Sur le livre laissé au bord de la table, il avait noté ça aussi avec une franchise désarmante. Elle testait. Je ne sais pas si elle a conclu ce que je pense qu'elle a conclu, mais elle regardait. Elle regardait comme quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Et ça m'a semblé être la chose la plus intelligente que j'ai vue depuis longtemps. Il avait écrit sur le dîner professionnel du 8e, sur la façon dont elle avait tenu la pièce sans essayer de tenir la pièce, sur Madame Vernet, sur le trajet du retour, et je n'ai pas répondu complètement honnêtement à sa question dans la voiture, et je l'ai su tout de suite, et je me suis détesté pour ça 3 minutes, puis j'ai continué à me taire, ce qui était pire. Il avait écrit sur les 11 jours de son absence, une entrée par jour, courte et sèche, sans pathos. Jour 3, l'appartement sent encore le café qu'elle a fait avant de partir. Je ne sais pas si c'est dans ma tête. Et jour 7, j'ai failli appeler. J'ai pas appelé. Elle a demandé du temps. C'est la moindre des choses que je puisse lui donner. Et la dernière, de la veille, jour 10. Si elle ne revient pas, ce sera juste. Je lui ai demandé de faire confiance à quelqu'un qui ne lui avait pas donné de raison de le faire. La suite ne m'appartient pas. Camille ferma le carnet, posa les 2 mains à plat dessus, inspira. Alexandre n'avait pas bougé. Il attendait, avec cette immobilité de quelqu'un qui a appris à la dure que certaines choses ne s'accélèrent pas
et que les forcer ne fait que les casser. Vous me devez 12 mois de regard honnête, dit-elle. Sa voix était calme, directe, pas froide, directe, ce qui est différent. Tout ce que vous avez vu sans que je le sache, toutes ces fois où vous étiez là et je croyais être seul, vous me devez ça en retour, me voir vraiment, pas depuis un couloir, en face. Il la regarda, sans lunettes, sans distance, sans les protections qu'il avait portées pendant des mois, avec ses yeux gris-vert dans la lumière de décembre, une attention totale et sans réserve. « Commence maintenant, dit-elle. Peu la primera depuis très longtemps, il n'eut rien à calculer, rien à protéger, rien à gérer. Il hocha la tête, simplement, comme quelqu'un qui prend un engagement qu'il a l'intention de tenir. D'accord, ce ne fut pas une réconciliation grandiloquente. Ce ne fut pas de grands discours, ni de larmes spectaculaires, ni de promesses qui sonnent creux parce qu'elles sont trop larges pour être réelles. Ce fut 2 personnes assises à une table de cuisine à la lumière de décembre, avec un carnet fermé entre elles et une cafetière refroidie, et toute la difficulté exacte de ce qui venait de se passer posée là, sans être effacée, sans être minimisée, juste posée là, à sa juste place, ni plus ni moins lourde qu'elle n'était. Ils parlèrent ce jour-là comme ils n'avaient jamais parlé. Il lui parla de l'accident, la route mouillée, le camion, le noir soudain, le réveil à l'hôpital avec le visage de sa mère au-dessus de lui et l'impossibilité de la voir. Il lui parla des mois dans le noir, de la façon dont on apprend à reconstruire le monde avec ce qui reste quand la vision disparaît, et de la façon dont on désapprend à faire confiance quand on découvre que des gens attendaient dans l'ombre que vous soyez assez diminué pour pouvoir agir sans vous. Il lui parla de Thibaut et Élodie avec une précision froide et documentée. Les contrats redirigés, les budgets réaffectés, les décisions prises pendant les réunions où on le croyait absent dans sa cécité. Elle l'écouta, pas pour lui trouver des excuses. Elle n'était pas là pour ça. Elle l'écouta parce que comprendre les choses, dans leur contexte réel, était la seule façon de décider ce qu'on en fait honnêtement. Puis elle lui parla d'elle, de Belleville, de l'atelier, de la nuit, où le propriétaire avait glissé l'avis d'augmentation sous la porte, et où elle s'était assise sur le bord de la baignoire, parce que c'était le seul endroit de l'appartement où elle pouvait fermer une porte et n'être vue par personne. De la façon dont on apprend à tenir plusieurs vies en même temps, la sienne, celle d'Hélène, celle de Théo, et comment ce portage-là finit par devenir si automatique qu'on oublie que c'est un poids. De la façon dont elle avait signé ce contrat, non pas par désespoir, mais par calcul lucide, et de la façon dont ce calcul lucide avait produit quelque chose qu'elle n'avait pas calculé du tout. Il l'écouta avec la même qualité d'attention qu'il avait depuis le début, mais différemment maintenant, sans les lunettes et sans la distance et sans le filtre de la mise en scène. À visage ouvert, en face. Non era au inicio de quelque chose de parfait. Ils savaient tous les deux que ce qui s'était passé laissait des traces. La question de la confiance ne se résoudrait pas en un après-midi de conversation honnête, aussi bonne soit-elle. Ça prendrait du temps. Ça demanderait de la constance, pas des promesses. Ça exigerait de lui qu'il continue à se montrer de cette façon-là, sans calcul, sans stratégie, sans les protections qu'il avait mises si longtemps. Et ça demanderait à elle d'accepter de risquer ce qu'elle n'avait pas prévu de risquer quand elle avait signé ce contrat dans le bureau de Maître Leroux un matin d'octobre. Dans la semaine qui suivit, Alexandre convoqua une réunion du conseil du groupe de la Cour et présenta, sans préambule, les documents qu'il avait compilés pendant des mois, les preuves des détournements de Thibaut et Élodie, les contrats redirigés, les procès-verbaux de réunion enregistrés à leur insu. Il présenta ça avec ses yeux ouverts, sans lunettes noires, debout devant le conseil pour la première fois depuis l'accident, et la stupéfaction dans la salle fut double. La découverte de la trahison des cousins et la découverte qu'il voyait, que peut-être il voyait depuis un moment, que rien de ce qu'ils avaient cru faire dans son dos n'avait été invisible. Thibaut et Élodie furent mis en retrait immédiat, dans l'attente d'une procédure. Le Conseil vota une réorganisation de la gouvernance.
Alexandre reprit les rênes avec la précision méthodique de quelqu'un qui a eu beaucoup de temps pour réfléchir à exactement ce qu'il voulait faire. Mais ce qui l'intéressa le plus, dans les semaines qui suivirent, ce fut une conversation avec Madame Vernet. Il l'appela un mardi matin, lui demanda un déjeuner. Elle vint. Il lui parla d'un projet qu'il avait commencé à formuler dans sa tête, une réforme de l'accueil et du suivi patient dans les 18 établissements du groupe, une approche centrée non pas sur l'efficacité médicale seule, mais sur l'expérience humaine réelle des patients. « Je cherche quelqu'un qui connaît les deux côtés, dit-il, quelqu'un qui a été patient dans une clinique populaire, quelqu'un qui sait ce qui manque de l'autre côté du guichet. » Madame Vernet l'écouta. Puis elle dit « Vous pensez à quelqu'un de précis ?» « Oui. » Ce soir-là, il en parla à Camille, directement, après le dîner, sans stratégie et sans précautions inutiles. Il lui expliqua le projet, le rôle, ce que ça impliquerait concrètement, des visites dans les établissements, des entretiens avec les équipes soignantes, des recommandations sur ce qui pouvait être amélioré du point de vue de quelqu'un qui avait vécu les soins depuis le côté du patient sans moyens. « Tu gardes l'atelier, dit-il. Ce n'est pas à la place d'eux. C'est en plus si tu le veux. Et si tu ne le veux pas, ça n'a rien à voir avec nous. » Camille le regarda longtemps. Il y avait dans sa façon de présenter les choses, séparant clairement le projet et leur relation, lui laissant l'entière liberté du choix, ne conditionnant rien à rien, quelque chose qui ressemblait exactement à la promesse qu'il avait faite dans la cuisine ce jour-là. Se montrer en face, sans calcul. « Je veux lire le cahier des charges, » dit-elle. « Je te l'envoie demain matin. Et je veux négocier les termes moi-même, pas par un avocat, directement. » Bien sûr. Et si je trouve que c'est une mauvaise idée ou que ça ne correspond pas à ce que je sais faire, je dis non. C'est le principe, dit-il. Elle hocha la tête. Alors, envoie le cahier des charges. Il le fit. Elle le lut 2 fois. Réfléchit une semaine. Proposa des modifications sur le périmètre de sa mission, sur la façon dont ses recommandations seraient traitées, sur la garantie que son nom n'apparaîtrait dans aucune communication du groupe comme l'épouse de. Elle négocia terme à terme avec le même soin méthodique qu'elle mettait à chaque point de couture. Pas par méfiance, mais parce que les accords qui tiennent dans le temps sont ceux qu'on a pris le temps de construire correctement. Alexandre accepta chaque modification sans en débattre inutilement, parce qu'elles étaient toutes justes, et parce qu'il avait compris, ces dernières semaines, que la façon dont Camille Moreau négociait ses termes était exactement la façon dont elle vivait, avec précision, avec dignité, sans prendre plus que ce qu'elle méritait et sans accepter moins. La couverture de santé pour Hélène fut formalisée dans un accord séparé, clair et documenté. Pas un cadeau, pas une faveur, mais une contrepartie négociée, réelle, que Camille avait acceptée parce qu'elle y avait réfléchi et décidé que c'était juste d'accepter. La bourse pour Théo, pour l'IFSI de l'APHP, fut traitée de la même façon, via la fondation du groupe qui finançait déjà des formations dans le secteur médical. Théo fut sélectionné sur dossier sans passe-droit parce que son dossier était bon. Camille y avait veillé elle-même. Le contrat de mariage initial fut dissous formellement en janvier, à la date anniversaire de sa signature, dans le bureau de Maître Leroux, qui géra la procédure avec la même neutralité appliquée à tout le reste. Ce qui existait entre eux maintenant n'avait pas de document. Pas encore. Peut-être un jour, si les choses continuaient de la façon dont elles continuaient, lentement, prudemment, avec des retours en arrière parfois et des avancées inattendues, avec des matins difficiles et des dimanches pluvieux qui ressemblaient exactement aux dimanches pluvieux du début, France Musique et tissus étalés sur la table, et omelette simple à midi. Un dimanche de février, ils étaient au marché de la rue Poncelet, le même marché où Camille s'était arrêtée le 2e jour pour acheter de quoi cuisiner pour quelqu'un qu'elle ne connaissait pas encore. Il neigeait légèrement, cette neige fine et hésitante de Paris qui fond avant d'avoir le temps de tenir. Elle choisissait des poireaux, les tournant dans ses mains pour vérifier leur fermeté, un geste automatique, 1000 fois répété. Alexandre était à côté d'elle, sans manteau de représentation, sans posture de direction.
juste là, dans un vieux manteau en laine grise, les mains dans les poches, regardant les étals, avec cette attention tranquille qu'il mettait désormais aux choses ordinaires. « Poireaux vinaigrette ce soir, dit-il, et un poulet rôti, comme la première fois. » Elle le regarda, comme la première fois. Il y eut un silence. Pas vide, pas lourd, juste plein de tout ce qui était passé entre ces deux poulets rôtis, tous les mois et les détours et les vérités difficiles, et les jours de Belleville, et les 11 jours de silence, et le carnet noir dans le tiroir fermé à clé. Un silence qui contenait tout ça sans en être écrasé, parce que c'était le silence de deux personnes qui ont regardé ce qu'il y avait en face, et qui ont décidé de continuer quand même. Elle apercevait où, là, entre les étals du marché de la rue Poncelet sous la neige fine de février, avec un poireau dans la main, et Alexandre à côté d'elle dans son vieux manteau en laine grise, que c'était ça. Pas la version qu'elle avait imaginée de quoi que ce soit. Pas la version qu'on lui avait proposée dans un contrat de 12 pages avec des clauses de discrétion. Quelque chose de moins net, de moins garanti, de moins protégé, et donc quelque chose de réel, construit point par point avec le même soin qu'elle mettait à chaque couture, tenu ensemble par ce qui ne se voit pas, mais qui est là, en dessous, là où les choses qui durent se construisent vraiment. Ce n'était pas la richesse qu'elle était venue chercher. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le contrat, ce n'était pas la cobertura du 16e arrondissement avec sa vue sur les toits et sa cuisine équipée et ses 4 oreillers. C'était être vu vraiment complètement dans les moments ordinaires et dans les moments difficiles et dans les moments où on croit que personne ne regarde. C'était regarder en retour sans se protéger. C'était choisir délibérément de rester. Non pas parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller, mais parce qu'on a regardé tous les endroits possibles et qu'on a choisi celui-là. Et parfois, un poireau choisi ensemble sous la neige de février. C'était tout. C'était assez. C'était exactement assez.